Bien, le propre des sessions à 8h30 le matin, c'est qu'il n'y a que les téméraires qui sont présents, mais ça va se remplir, je ne doute pas, très rapidement. Je suis ravi d'être avec vous, donc professeur Philippe Merviel, je suis chef de service au CHU de Brest, et donc on vous a concocté une session qui s'appelle donc Myome et femmes, avec trois sujets différents. Le premier sujet donc, que je vais faire avec Fanny Bourris, donc, qui est PH en radiologie à Brest, ça concerne donc la distinction fibrome-sarcome, avec la difficulté que l'on peut avoir sur le diagnostic. Et puis ensuite, on passera la parole à Henri Marais sur le traitement médical, pour savoir ce qui nous reste aujourd'hui comme traitement médical, avec ce qui s'est passé ces dernières années en termes d'interdiction ou de précaution. Et puis Pierre-Emmanuel Bouet qui va nous rejoindre donc sur la prise en charge des fibromes donc, dits interstitiels. Voilà, c'est une session qui est co-réalisée donc, par la Société française de gynécologie et la Fédération donc, nationale des collèges de gynécologie médicale, voilà, qui s'associe régulièrement à PSF pour faire des sessions communes, qui va durer d'ailleurs toute la journée, puisque vous savez que vous avez 4 sujets différents sur la journée par ces deux sociétés. Je passe la parole à Julia pour dire un petit mot. Merci, M. Merviel. Et bon, non, je vous avais tout introduit sur cette journée. On fera les questions entre chaque topo. Comme ça, n'hésitez pas. On aura une petite dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Et donc, M. Merviel, vous pouvez commencer. Merci. Donc, premier sujet, donc, qu'en penser au sarcome utérin? Et donc, on a fait ça à deux voies. Donc, le point de vue clinique, que je vais vous exposer en quelques diapositives. Vous verrez que, malheureusement, il n'y a pas de choses révolutionnaires sur le plan clinique. Et puis, le point de vue radiologique, ça, on attend beaucoup, évidemment, de Fanny Bourris-Guizien, donc, pour nous expliquer un petit peu s'il y a des examens complémentaires qui nous permettent de faire les distinctions. Donc, on travaille tous les deux, donc, au CHU de Brest. Alors, c'est une session sur le myome, donc je vous rappelle rapidement sur la notion sur les myomes, tumeur bénigne donc de l'utérus, qu'on appelle aussi léomyome ou fibrome. Vous avez la classification FIGO qui avait été faite en 2011, qui doit rester la classification que nous utilisons dans nos comptes rendus et dans nos dossiers. On ne parle plus de myome sous-muqueux, de myome interstitiel ou de myome sous-séreux. On parle de myome en fonction d'un chiffre et qui va localiser ce fibrome en fonction de la cavité et de l'extension extra-utérine. C'est une pathologie fréquente qui touche 20 à 40% des femmes en âge de procréer. Ça peut survenir à peu près dès 35 ans, grosso modo. Mais vous avez aussi des femmes jeunes qui ont quelquefois ce qu'on appelle des myomes solitaires. Et puis, on en retrouve aussi en préménopause beaucoup plus. C'est symptomatique dans environ la moitié des cas, 20 à 50%. Et ça nécessite quand même des hospitalisations, souvent pour anémie ou douleur, nécrobiose en particulier, donc dans 30% des cas. Alors, quelles sont les caractéristiques? Des douleurs pelviennes, une pesanteur, une dyspareunie, des ménorrhagies, c'est-à-dire des règles qui sont allongées et beaucoup plus abondantes, des métrorragies parfois, des phénomènes de compression pour l'acurie, incontinence, de constipation, ou bien sûr l'infertilité, ça sera le troisième sujet. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme traitement médical de ces fibromes? Bon, je ne dévoile pas le topo évidemment donc d'Henri Marais, mais grosso modo on a les agonistes, c'est les seuls qui ont prouvé une certaine efficacité sur la taille des fibromes. On aura peut-être demain les antagonistes, on va y revenir. Et puis il y a le traitement chirurgical ou l'embolisation, voire des ultrasons focalisés. Alors le sarcome, qu'est-ce que c'est? Le sarcome c'est une tumeur cette fois-ci maligne, c'est 3 à 7% des tumeurs malignes utérines. Grosso modo, il y a un sarcome pour 350 myomes, donc ça, gardez-le en tête. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement fréquent, il faut voir quand même un certain nombre donc, de myomes dans sa consultation donc, pour suspecter un sarcome. Même signe clinique que les myomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses très différentes. On a des métrorragies parfois, on a des ménorragies, on a ces phénomènes d'augmentation de l'utérus et de compression. Les femmes sont en général plus âgées, c'est-à-dire qu'elles ont plutôt au-delà de 40 ans, voire de 45 ans. Et puis, il y a souvent une croissance qui est plus rapide, c'est-à-dire que vous devez être interpellé par une croissance rapide d'un fibrome, parce que ce n'est pas classique. Vous savez qu'un fibrome, ça pousse, mais ça pousse tout doucement, ça prend quelques millimètres, je dirais, par an. Et là, ça va être une croissance beaucoup plus rapide. La résistance aux analogues, je vous l'ai marqué en point d'interrogation, mais il faut se poser la question sur des fibromes que vous traitez par des analogues, dont on sait qu'ils vont diminuer la taille du fibrome d'environ 30 à 40%. Eh bien, si vous n'avez aucune diminution de taille, peut-être penser qu'il peut y avoir autre chose derrière. Quels sont les facteurs de risque de sarcome?
l'irradiation pelvienne, le tamoxifène, des léomyomatoses héréditaires, le rétinoblastome et certains cancers rénaux. Vous voyez ce que j'ai retrouvé dans la littérature, c'est-à-dire que finalement, bon, il n'y a pas grand-chose en termes de facteurs de risque, et puis ça n'empêche pas que des sarcomes peuvent survenir sans ces facteurs de risque. La plupart du temps, c'est de novo, c'est-à-dire que ce n'est pas une dégénérescence d'un myome. Vous voyez que la dégénérescence maligne d'un léomyome préexistant, c'est à peu près 1% des cas. Donc il faut s'attendre à avoir des sarcomes sans avoir eu un utérus fibromateux auparavant. Alors qu'est-ce qu'on distingue comme sarcome? On distingue les léomyosarcomes qui sont les plus fréquents, les sarcomes du stroma endométrial et les sarcomes indifférenciés. Et puis vous avez des associations avec des carcinomes qu'on appelle les adénosarcomes ou les carcinosarcomes. Le traitement de ces sarcomes passera souvent par une exérèse de l'utérus, bien sûr, plus ou moins conservatrice, une radiothérapie mais qui ne marche pas dans les léomyosarcomes par exemple, et pour les stades 2, une chimiothérapie, je vous ai cité les produits que nous utilisons, qui eux s'appliquent en général dans les léomyosarcomes, quel que soit le stade. Vous voyez que la survie n'est pas si mauvaise que ça, mais attention, cette survie, elle est quand même à 5 ans simplement d'environ la moitié des cas. Donc si vous faites toute la thérapeutique, vous arrivez à augmenter un peu la survie, mais surtout il y a un risque de récurrence, c'est-à-dire que vous savez que le principe d'intervention sur un sarcome, c'est une exérèse large, mais malgré tout il y a des récurrences soit au niveau pelvien, sous forme de masse pelvienne, donc en général centropelvienne, soit de métastases, et en particulier pulmonaires. Alors je vous ai remis ici la classification FIGO qui a été décrite en 2009, donc pour ces sarcomes utérins. Vous voyez que la plupart du temps, on trouve des léomyosarcomes au stade 1, c'est-à-dire limités à l'utérus, et qu'il n'y en a que 22% heureusement au stade 4. Ces léomyosarcomes au niveau anatomopathologique sont caractérisés par une hypercellularité, des atypies nucléaires, un index mitotique élevé, bref, une lésion maligne, des nécroses, des aberrations chromosomiques, et il y a aussi des perturbations dans les systèmes enzymatiques, AKT par exemple, mTOR, ou des altérations de la P53 ou de RB1. Il y a des formes qui sont atypiques, qu'on appelle aussi épithélioïdes ou myxoïdes, où il y a beaucoup moins d'atypies, des mitoses plus faibles et pas de nécrose, néanmoins classées dans les sarcomes. Et puis on reviendra tout à l'heure sur cette notion de STUMP. Les STUMP sont les tumeurs donc indifférenciées, enfin je dirais à potentiel malin incertain, qui font partie des tumeurs mésenchymateuses, où il y a des atypies cytonucléaires, une nécrose tumorale. C'est une forme peut-être de transition, Fanny y reviendra, sur le sarcome, ou c'est une forme particulière, je dirais, de sarcome. Alors les questions, avant de passer la parole à Fanny Bourris, puisqu'on fait un topo à 2 voix, c'est pourquoi reconnaître en préopératoire un sarcome? Parce que aujourd'hui, il ne faut pas traiter médicalement évidemment un sarcome, puisque vous avez vu que le traitement il est d'abord chirurgical, puis ensuite chimiothérapique. Parce qu'on développe la chirurgie mini-invasive avec tous les risques évidemment de cette chirurgie mini-invasive, donc d'effraction et de dissémination de ce sarcome. Parce qu'on envisage des traitements conservateurs de myomes, et donc que si vous faites une résection hystéroscopique d'un sarcome, ou si vous intervenez sur une myomectomie par laparoscopie, donc sur un sarcome, évidemment vous n'êtes pas dans le gold standard du traitement, et puis éviter l'embolisation artérielle. Vous savez que beaucoup de nos utérus fibromateux sont traités par embolisation artérielle. Donc bien sûr, éviter la morcellation, éviter la rupture tumorale pendant la chirurgie, et faire une chirurgie large, parce qu'il y a des risques de récidive locale en cas de sarcome. Et je vais passer maintenant la parole donc à Fanny Bourris, de façon à ce qu'elle puisse vous développer la partie radiologique donc sur les sarcomes. Merci. Bonjour, donc je vais vous présenter les sarcomes utérins du point de vue radiologique. Donc pour nous, l'enjeu de la radiologie sera de distinguer le myome atypique du léomyosarcome et du STUMP. Donc, un mot sur l'échographie, ce sera l'examen de première ligne pour la détection des lésions myométriales. Cet examen sera réalisé lors d'un examen de routine ou suite à des saignements vaginaux, une masse palpée ou des douleurs abdominales. Donc, cet examen est utile pour le diagnostic de myomes typiques, mais sera vite limité, notamment pour la caractérisation tissulaire et si la lésion est volumineuse.
Donc, quels éléments amèneront à prescrire une IRM? Ce sera quand la lésion est unique, lorsqu'elle est volumineuse, lorsqu'en échographie elle sera hétérogène avec des contours mal limités, lorsqu'il y aura une hypervascularisation de la lésion avec une distribution irrégulière des vaisseaux, et lorsque la lésion grossira rapidement, et ce d'autant plus quand la femme sera ménopausée. Donc en IRM, le diagnostic est facile pour nous quand il s'agit d'un myome typique fibreux. Le problème, c'est que dans 65% des cas, les myomes présenteront des remaniements dégénératifs, qu'ils soient œdémateux, hémorragiques, kystiques, etc., ce qui va donner en IRM des images atypiques. Et pour le radiologue, le diagnostic est difficile dans ces cas-là. Donc pour approcher au mieux le diagnostic, il faut un protocole complet, donc avec des séquences T2 pour une étude anatomique et une étude du signal, une séquence T1 Dixon pour rechercher une hémorragie intralésionnelle, des séquences qui couvrent à la fois l'abdomen et le pelvis pour rechercher des ganglions suspects et de la carcinose péritonéale, une imagerie de la diffusion pour évaluer la cellularité de la lésion, et une injection pour caractériser la prise de contraste de la lésion. Donc, un mot sur l'imagerie de la diffusion. Cette séquence permet de quantifier le mouvement des molécules d'eau. Donc, plus une structure sera cellulaire, moins il y a de mouvement de molécules d'eau. Cette séquence va générer 2 séries d'images. Une série de diffusion, où les structures cellulaires apparaîtront en hypersignal, donc en blanc sur l'image, et une cartographie ADC, où il est possible de calculer le coefficient de diffusion apparent en millimètres carrés seconde. Plus une structure est cellulaire, moins il y a de mouvement de molécules d'eau, plus l'ADC sera bas, et la lésion apparaîtra en noir sur l'image. Donc, suite à l'IRM, on se retrouve devant 2 cas de figure. Premier cas de figure, le myome est typique, il sera noir en T2, noir en diffusion, pas de problème diagnostique pour nous. Lorsqu'il y a un hypersignal T2, des remaniements hémorragiques, un hypersignal diffusion avec une restriction donc de l'ADC, donc du mouvement des molécules d'eau, une prise de contraste hétérogène, il sera difficile pour nous de faire la différence entre le myome atypique et le léiomyosarcome, puisqu'il n'y a pas de signe pathognomonique pour le diagnostic de léiomyosarcome. Il s'agira d'un faisceau d'arguments pour approcher le diagnostic. Donc en 2017, Lachman décrit 4 critères IRM avec une forte valeur diagnostique, donc les bords nodulaires de la tumeur, des zones très noires en T2, des remaniements hémorragiques et des zones de non-rehaussement central. Et l'association d'au moins 3 critères donne une sensibilité et une spécificité de 95 à 100%. Toutefois, pour nous, le diagnostic est toujours difficile. Donc en 2020, l'équipe de Tenon développe une Better Checklist qui aide le radiologue pour approcher le diagnostic avec un moyen mémotechnique. Donc le B pour les bords nodulaires de la tumeur, le E pour enhancement, le non-rehaussement central de la lésion, le premier T pour en T1 des remaniements hémorragiques, deuxième T en T2 des zones d'hypersignal T2 et des zones très noires, le E pour un endomètre épaissi et le R pour une restriction de la diffusion inférieure à 0,9. Donc, je vous montre quelques images pour vous expliquer tout ça. Donc ici, une lésion myométriale, très noire en T2, pas de remaniement hémorragique, noir en diffusion. Il s'agit d'un myome typique, donc le diagnostic est facile. Ici, une lésion myométriale, donc on sort la Better Checklist. Les bords sont réguliers. Il y a un rehaussement hétérogène avec des zones de non-rehaussement central. Il y a des zones hémorragiques au sein de la lésion. Le signal T2 est hétérogène. L'endomètre était normal. Il n'y avait pas de franche restriction de la diffusion, donc pas de franc hypersignal sur la diffusion. Il s'agissait d'un myome myxoïde. Nouvelle lésion myométriale. Les bords sont réguliers. Un rehaussement hétérogène, des zones d'hémorragie intralésionnelle, le signal T2 hétérogène, l'endomètre était normal, et il y avait un hypersignal donc blanc sur la diffusion et noir sur la cartographie ADC,
et il s'agissait d'un myome en nécrobiose. Nouvelle lésion myométriale, les bords sont réguliers, le rehaussement est homogène, il n'y avait pas de remaniement hémorragique au sein de la lésion, signal T2 hétérogène, l'endomètre était normal, et sur la diffusion, on voit blanc en blanc la lésion, donc un hypersignal diffusion, avec une restriction sur l'ADC en noir. Il s'agissait d'un myome cellulaire, pardon, je passe trop vite. Donc, nouvelle lésion myométriale. Les bords, cette fois, sont nodulaires irréguliers. Le rehaussement est hétérogène. Des remaniements hémorragiques au sein de la lésion. Le signal T2 est hétérogène. L'endomètre était normal. Il était blanc en diffusion et noir sur la cartographie ADC. Et il s'agissait d'un myome œdémateux. Nouvelle lésion myométriale. Les bords sont irréguliers, nodulaires. Le rehaussement est hétérogène avec des zones de non-rehaussement central, des remaniements hémorragiques, un signal T2 intermédiaire. L'endomètre était normal. Sur la diffusion, la lésion apparaît blanche, donc il y a une restriction de la diffusion, noir sur la cartographie ADC, et il s'agissait d'un myome hydropique. Nouvelle lésion myométriale, les bords irréguliers nodulaires, un rehaussement hétérogène avec des zones de non-rehaussement central, des remaniements hémorragiques au sein de la lésion, un signal T2 hétérogène, un endomètre qui était anormal, une restriction de la diffusion, donc blanc sur la séquence diffusion, noir sur la cartographie ADC, et il s'agissait d'un leiomyosarcome. Dernier exemple, lésion myométriale, bords nodulaires très irréguliers, rehaussement hétérogène avec zone de non-rehaussement central, remaniement hémorragique, signal T2 hétérogène, l'endomètre était anormal et la lésion apparaît en blanc, donc en hypersignal diffusion, et en noir sur la cartographie ADC. Il s'agissait également d'un leiomyosarcome. Donc la Better Checklist, c'est une vraie aide pour le radiologue. Le diagnostic reste difficile parce que vous voyez que de nombreux myomes atypiques présentent parfois au moins 3 critères de la liste. Donc, en 2020, l'équipe de Tenon a sorti un article où ils ont développé un algorithme qui semble pour moi plus facile d'utilisation pour approcher le diagnostic. Donc, 2 mots sur cet article. Ils ont recueilli les données de 156 patientes avec une lésion utérine évoquant un myome atypique ou un leiomyosarcome. Pour 17 d'entre elles, le suivi a été fait par IRM sur au moins 1 an. Pour les autres, il y a eu un diagnostic histologique. Au total, il y avait 105 lésions bénignes, 3 STUMP et 48 leiomyosarcomes. Ils ont montré qu'il y avait une différence significative entre le groupe leiomyosarcome et myome atypique en ce qui concerne la taille lésionnelle, qui était plus importante dans le groupe leiomyosarcome, 80 mm versus 65 mm. Un âge plus avancé des patientes dans le groupe leiomyosarcome, 64 ans versus 48 ans. Et les femmes étaient plus souvent ménopausées dans le cas de leiomyosarcome, 84% versus 24%. Il n'y avait pas de différence significative en ce qui concerne le saignement vaginal, une douleur abdominale ou une masse palpée. Donc, après étude des IRM, ils ont développé cet algorithme. Donc, devant une masse utérine atypique, première étape, on regarde s'il y a des ganglions suspects ou des implants de carcinose péritonéale. Si oui, la lésion est très suspecte. Sinon, on étudie le signal en T2. Si elle est globalement noire ou très noire, la lésion est certainement bénigne. Sinon, on regarde la séquence de diffusion. Si la lésion présente un hypersignal diffusion qui est inférieur à celui de l'endomètre ou des lymphoneux, la lésion est très probablement bénigne. Sinon, on fait un calcul de l'ADC. Lorsque l'ADC sera inférieur à 0,9, donc la lésion est très cellulaire avec une restriction des mouvements des molécules d'eau, la lésion sera très suspecte. Si l'ADC est supérieur à 0,9, la lésion sera probablement bénigne. Donc cet algorithme permet de classer les lésions avec une sensibilité de 98% et une spécificité de 96%. Lorsque on se retrouve devant une lésion probablement bénigne, il est possible de surveiller cette lésion par imagerie de façon précoce avec une IRM à 3 mois pour pouvoir évaluer la croissance de la lésion.
Et certaines équipes proposent même des biopsies de ces lésions. Donc, en conclusion, le diagnostic de léiomyosarcome est difficile. Pour les radiologues, il faut faire une utilisation rigoureuse de l'algorithme pour approcher au mieux le diagnostic. Et il ne faut pas hésiter à faire une surveillance en imagerie, voire une biopsie, si les femmes sont jeunes, pour ne pas réaliser d'hystérectomie pour des lésions bénignes. Voilà, j'ai terminé. Juste avant, je vais vous lui montrer 2 cas que nous avons eus dans le service. Un que vous avez vu déjà un que vous avez déjà vu donc, en IRM, ce qui était le dernier cas présenté. Et puis ce cas-là, où c'était une patiente donc, vous voyez, de 31 ans, antécédent de myomectomie. Et cette patiente m'a été référée parce qu'elle avait une masse attenante à l'utérus en postérieur, avec un désir de grossesse et un trajet fistuleux sur l'hystérographie qui allait dans cette masse. Donc au départ, j'en ai fait une cavité résiduelle. Et puis, je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas, parce qu'il y avait quand même une solution de continuité donc avec la cavité utérine, je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas envisager une grossesse avec cette rupture existante quasiment. Et donc, on l'a opérée pour tomber sur une masse solide qui ressemblait donc à ceci, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas l'utérus, hein, vous n'avez que la masse postérieure qui a été retirée, donc qui faisait donc plus d'une quinzaine de centimètres. Et on voyait très bien la cavité résiduelle qui était au sein de cette masse, et qui communiquait avec l'utérus, et donc on a suturé l'utérus, etc. Et puis on a envoyé ça à nos collègues anatomopathologistes, qui ont fait des coupes, vous voyez l'aspect que ça avait en coupe, avec des cavités au sein de cette masse, une masse particulièrement dure. Vous avez ici la cavité résiduelle, donc attenante, communicante avec l'utérus, et au départ, le premier diagnostic qui a été évoqué, c'était adénosarcome. Et vous savez que chaque fois qu'on trouve un résultat comme ça, il y a toujours des relectures par des centres de référence. Et donc, c'est reparti à l'IGR donc pour une relecture pour centre de référence. Et finalement, c'était un adénomyome. Donc, vous voyez que même dans ce cas-là, il peut y avoir des diagnostics anapathes qui sont difficiles à faire. Ils ont utilisé un certain nombre de marqueurs, bien évidemment, pour confirmer que ce n'était pas un adénosarcome. Le deuxième, c'est le cas que vous avez vu tout à l'heure en IRM. 51 ans, donc vous voyez déjà plus âgé, donc utérus polymyomateux, un fibrome de 24 cm, un myome qui avait été pris pour un myome de 24 cm. En laparotomie, donc on tombe, il était prévu de faire une hystérectomie, hein, vous avez l'utérus qui se trouve ici, hein, bien sûr, et toute la masse qui est ici, hein, c'est-à-dire tout le léiomyosarcome qui se trouve là. Une masse qui paraît hétérogène, qui paraît friable en extra-abdominal, hein, puisque l'hystérectomie a été faite sans effraction. Et là, vous tombez sur un léiomyosarcome utérin de type épithélioïde, vous savez, ces formes particulières qu'on a décrites tout à l'heure, de 25 cm, avec un FIGO 2A, donc. Vous voyez pas énormément de mitose, hein, on est à 3,8 à 6,3 de mitose, hein, c'est-à-dire que je vous ai dit, dans les léiomyosarcomes, c'était souvent supérieur à 10 mitoses, et pas d'embole vasculaire. Voilà, je voulais juste vous préciser ces 2 cas cliniques pour vous dire que, vous voyez, le diagnostic, il peut être approché par l'IRM, mais il est malgré tout difficile quelquefois, même en anatomopathologie. Voilà, je vous fais une petite annonce pour un congrès qu'on organise au mois de septembre. Fanny, si tu veux venir pour les questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? On vous amène le micro. Bonjour, félicitations pour cette belle présentation. Je suis Dr Goetbel Ernestine, je travaille au Cameroun. Et nous avons l'impression que la pathologie fibromateuse, c'est vraiment la pathologie des femmes noires. Est-ce que vous avez cette impression ici? Alors oui. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je reçois une patiente de couleur noire, et qui a un utérus fibromateux, je lui dis, on va peut-être avoir le prix Nobel tous les deux si on découvre pourquoi les femmes noires ont plus d'utérus fibromateux et plus tôt. Parce que c'est souvent chez les femmes beaucoup plus jeunes que la femme à partir de 35 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûr qu'on a la même impression. Bien sûr. Alors, est-ce à dire qu'il y a plus de sarcomes, il pourrait y avoir plus de sarcomes parce qu'elles ont des fibromes plus tôt, parce qu'elles sont plus souvent polyfibromateuses? J'ai rien trouvé dans la littérature, par contre. Il n'y a pas de notion qu'il y a plus de sarcomes dans ce cas-là. Je ne sais pas si tu as trouvé quelque chose. Mais... Ok, merci.
Oui, bonjour. Est-ce que vous auriez des images en échographie? C'est vrai que l'IRM, bien sûr, c'est le diagnostic, mais nous sommes dans nos cabinets isolés. On doit reprogrammer des patients en contrôle, prescrire des IRM, outre la croissance, l'âge, etc. Est-ce que vous avez, vous, des images en échographie assez typiques? Alors, on a fait le topo avec notre collègue radiologue qui pratique énormément d'IRM et relativement peu d'échographie. Moi, je fais des échographies. En échographie, on n'a pas d'image spécifique. Le Doppler ne sert pas à grand-chose. On a des images hétérogènes, d'un fibrome qui est plutôt hétérogène, mais comme on voit aussi dans des nécrobioses. Voilà. Alors, la nécrobiose, elle est souvent centrale au départ, mais après, elle peut gagner dans l'ensemble du fibrome. Dans les sarcomes, on a plutôt des images lacunaires qui ne sont pas forcément centrales au départ, mais qui peuvent être diffuses un petit peu dans la masse. Le côté polylobé, mais vous avez des fibromes aussi qui sont polylobés avec ces bords irréguliers. Donc l'échographie, je crois qu'elle vous sert pour l'évolution de la taille. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est facile à faire parce que vous l'avez au cabinet. Donc si vous surveillez une femme qui a un utérus polymyomateux, ça vaut le coup peut-être de faire des échographies itératives. Alors pas forcément évidemment tous les mois parce que vous n'allez pas avoir des différences importantes, mais par exemple tous les 3 à 6 mois, si vous avez une femme qui est un peu âgée, si vous avez une femme qui a des signes, en général les myomes donnent plutôt des ménorrhagies, si vous avez des signes de métrorragie, quelque part c'est pas forcément le myome qui entraîne ces métrorragies ou alors c'est un myome, bon. Donc dans ce cas-là, recontrôlé par une échographie à 3-6 mois, et si vraiment vous avez un changement de taille importante des fibromes, alors facile à dire, hein, mais quand on a un utérus polyfibromateux avec énormément de fibromes, c'est pas toujours facile à faire. Voilà. Mais il n'y a pas de signe échographie patent. Enfin, moi, je n'ai pas retrouvé quelque chose dans la littérature qui nous dirait vous branchez le Doppler, vous allez avoir une image fortement suspecte, etc. On sait que les myomes classiques sont peu vascularisés en leur sein. Il est bien certain que si vous trouvez une lésion qui vous fait penser à un myome qui est très vascularisé en Doppler, c'est déjà un peu plus suspect d'autre chose. Mais voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, moi ce que j'avais lu, effectivement, je fais très peu d'échographie, mais c'était l'aspect hétérogène, les contours irréguliers et puis une vascularisation anarchique et la croissance, bien sûr. Voilà. Ouais, juste une question sur l'endomètre. Qu'est-ce que vous entendez par endomètre anormal? C'est une hyperplasie de l'endomètre? Ça correspond à quoi? Parce que du coup, on aurait plutôt tendance à dire s'il y a une hypertrophie de l'endomètre, ça va plutôt être hormonal, parce qu'on sait qu'il y a souvent une hyperœstrogénie associée quand on a des fibromes et des ménorrhagies. Donc, un endomètre pathologique, pour moi, il serait plutôt rassurant, entre guillemets. Mais non. Alors, je me suis aussi posé la question, quand ils ont sorti cette Better Checklist, de savoir pourquoi l'endomètre était anormal, épaissi. Et ils ne l'expliquent pas, en fait. Ils le constatent seulement, et donc ils l'ont pris dans la liste pour rajouter un argument à tous les autres. Et c'est bien un épaississement de l'endomètre, on est d'accord, hein, c'est ça qui est suspect. Après, juste pour faire un petit commentaire sur la prise en charge de ces fibromes, en fait, où on nous met dans le compte-rendu de l'IRM suspicion de sarcome, parce que c'est ce qui va se passer de temps en temps, c'est pas très facile, on a compris, d'être entre la suspicion et le diagnostic de sarcome. Et donc, c'est là où nous, on est embêtés. Si on ne peut pas faire d'hystérectomie parce que la patiente a un désir de grossesse, sur savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, on a vu qu'il était important de ne pas morceler, on a vu qu'il était important de pas, si possible, enlever la masse en essayant de l'abîmer le moins possible. On va essayer de le faire dans un sac. Tout ça, c'est compliqué en célioscopie, hein, on est bien d'accord. C'est compliqué en vénote, même maintenant, si on veut faire des choses. Donc, en fait, finalement, la question, ça va être laparotomie ou pas laparotomie chez une patiente qui a un fibrome unique un peu douteux, ou très douteux, plus ou moins douteux, on va dire, à un âge où l'hystérectomie, on va dire, n'est pas réalisable ou n'est pas souhaitable par la patiente, quoi. Donc, et là, c'est une situation pas facile, parce que... Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et il vaut mieux faire une laparotomie avec une exérèse large, c'est-à-dire pas une énucléation proprement dite comme on ferait dans un fibrome, et une bonne suture, parce que le principe de ces tumeurs qui sont souvent grosses, hein, quand même, hein, je vous rappelle, en laparoscopie, en célioscopie, il faut quand même assurer une suture qui soit de bonne qualité pour envisager une grossesse derrière. Donc le tout célioscopie sur des fibromes relativement importants, situés en interstitiel, peut poser un réel problème de suture et donc un réel problème obstétrical par la suite.
Alors, a fortiori, si le radiologue, si l'IRMiste t'envoie comme compte-rendu, ce qui nous arrive régulièrement, hein, cellulaire, atypique, 3 facteurs de... Moi, j'en ai une actuellement, hein, 3 facteurs de suspicion de... Bon, alors la patiente, en plus, quand elle ne veut pas se faire opérer, elle a le Covid quand elle est prête à se faire opérer. Enfin, vous voyez, que des choses comme ça. Bon, eh bien, voilà, elle souhaite garder son utérus. Je sais que je vais devoir faire une exérèse large. Et ça sera par la parotomie. Parce que je lui explique aussi que, vu la taille de son fibrome, ben, je suis obligé d'assurer une suture de bonne qualité, fibrome ou sarcome, hein, je ne sais toujours pas, mais je suis obligé d'assurer une suture de bonne qualité. Donc je crois qu'il faut revenir sur le dogme tout par cellio, parce que le problème, c'est que si derrière, vraiment, elle veut garder son utérus en vue d'une grossesse, il faut pouvoir lui assurer une suture de bonne qualité. Et on ne me fera pas croire qu'une suture par célioscopie sera de meilleure qualité ou d'aussi bonne qualité que par la parotomie. Bonjour, merci beaucoup pour ce topo très intéressant, Antoine Thor de Corbeil-Essonnes. On est tous intéressés par la fertilité de ces patientes puisqu'elles sont en âge de procréer et un certain nombre d'entre nous savent mettre des aiguilles dans des différents organes du pelvis. Est-ce qu'il serait logique de faire un truck-cut via contrôle échographique comme on le fait pour faire les ponctions d'ovocytes? Et si oui, est-ce qu'il faut avoir des précautions particulières, à savoir passer par le col pour éviter de disséminer dans les cul-de-sac vaginaux? Qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle biopsie sur un fibrome unique qui pourrait être un peu suspecte? Merci. Alors, je sais que certaines équipes le font, à Tenon, à Lille aussi. Ils marquent au bleu leur trajet après biopsie, en fonction après des résultats. Mais alors, il y a j'ai trouvé très peu d'articles, mais c'est des choses qui se font dans certains centres de biopsie de lésions uniques chez des femmes jeunes. Et c'est vrai que comme le diagnostic est difficile en imagerie et qu'il y a quand même beaucoup plus de myomes atypiques que de leiomyosarcome au final, c'est vrai que ça peut être une solution. Pour ma part, ça me semble, enfin c'est toujours pareil, hein, mettre une aiguille dans une tumeur avec le risque de dissémination, moi me semble toujours un peu difficile à comprendre. Mais enfin bon, bientôt on biopsiera peut-être les tumeurs de l'ovaire, hein, enfin j'en sais rien, mais voilà. À voir, peut-être que c'est l'avenir, je ne sais pas. Mais, et puis repérer le trajet pour retrouver quoi? Pour retrouver du bleu lorsqu'on va les opérer? Enfin, je sais pas. Ou pour voir si ça dissémine le long du trajet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? On va passer peut-être pour respecter l'horaire. Bon, eh bien, j'ai le plaisir d'appeler donc pour son exposé donc le professeur Henri Maret, qui est professeur donc de gynécologie obstétrique donc au CHU donc de Tours. Henri Maret donc a participé aux recommandations les années précédentes sur les hémorragies gynécologiques avec les indications des différents traitements. Et là, je lui ai demandé un sujet donc sur que nous reste-t-il comme traitement médical des fibromes cette fois-ci après la disparition donc des SPRM, c'est-à-dire de l'ESMIA. Et je compte beaucoup sur son topo pour nous éclairer. Merci beaucoup Philippe de m'avoir permis effectivement de vous parler un petit peu du traitement des fibromes qui a suscité, on va dire, pas mal d'espoir il y a quelques années avec les SPRM. Hein. Au début, le titre du topo, c'était « Quoi faire après les SPRM » hein. Donc la question évidemment est quelle place y a-t-il pour les traitements médicaux? Les traitements chirurgicaux, on les connaît. Et puis, il y a quand même un certain nombre de traitements intermédiaires qui commencent à apparaître, qui est donc la destruction des fibromes, où on n'enlève plus, hein, c'est plus de la chirurgie véritable. Ça va être de la destruction de fibromes et où j'ai quand même fait une petite partie à la fin parce que je pense que c'est en train de devenir l'actualité pour la prise en charge de ces fibromes et ça va peut-être nous permettre de trouver finalement une vraie alternative à la chirurgie. Parce que pour l'instant, les traitements médicamenteux, on a plutôt l'impression que c'est de plus en plus réduit que de plus en plus en extension. J'ai juste mis cette diapositive pour dire que le traitement médical, bien souvent, il va avoir comme objectif de traiter les symptômes de la patiente. Donc avec un traitement médical, on peut traiter un certain nombre de symptômes, comme les saignements. Les douleurs, c'est déjà un petit peu plus compliqué, parce que bien souvent, les douleurs sont liées soit à une nécrose du fibrome, soit à des syndromes compressifs. Et de fait, il va falloir faire diminuer la taille du fibrome et donc traiter quand même un peu le fibrome, mais non plus uniquement un symptôme. Et puis il y a l'infertilité et
on nous en parlera tout à l'heure, c'est quelque chose qui est un petit peu à part, mais quand même, ça intervient parce qu'il y a un certain nombre peut-être d'indications thérapeutiques qu'on ne pourra pas utiliser chez une patiente qui veut des grossesses, dans la mesure où nos traitements soit peuvent être une contre-indication, tout simplement parce que si c'est un traitement hormonal et qu'il est contraceptif, elle ne pourra pas être enceinte. Si c'est un traitement chirurgical qui abîme l'utérus, ça va être compliqué aussi. Juste pour vous montrer qu'en 1995, donc ça fait déjà un certain nombre d'années, presque 30 ans, on parlait déjà de pas mal de médicaments et il y avait déjà eu une étude qui avait essayé de voir quelle était l'efficacité sur les ménorrhagies, qui sont quand même notre symptôme le plus embêtant. Les saignements sont quand même un des motifs de consultation majeurs et d'indication thérapeutique, on va dire, majeure chez des patientes qui ont des fibromes. Et donc, vous voyez que déjà, ils avaient testé un certain nombre de traitements et que certains ont des efficacités qui sont relativement importantes et puis d'autres ont des efficacités qui sont vraiment minimes, de l'ordre du placebo. Si on imagine qu'un placebo, on nous dit entre 20 et 30% d'effet, quand on est à 16 ou 13, probablement qu'on ne fait pas beaucoup mieux qu'un placebo. On va survoler un certain nombre de traitements que l'on ne pratique pas en France. C'est le cas des macroprogestatifs injectables pour lesquels on a des études. Ceux-là, on en a des études. Donc, certains ont été testés. Vous connaissez l'acétate de médroxyprogestérone qui est un tout petit peu utilisé quelquefois en France. La norethistérone, c'est quasiment pas utilisé. C'est Norluten ou Lutovlan. C'était des traitements qui existent. Il y a quelques études qui ont montré qu'ils avaient une certaine efficacité, mais qui n'étaient pas majeures. Et en plus, ce ne sont pas des progestatifs, on va dire, qu'on utilise de manière fréquente en France. Ceci étant, il y a quand même, vous voyez, une méta-analyse de la Cochrane qui a été faite sur ces macroprogestatifs. À noter qu'il n'y a aucune étude sur les fibromes qui concerne nos progestatifs, ceux qu'on utilise un petit peu moins maintenant, on va le voir dans quelques secondes, mais en France, qui sont les macroprogestatifs par voie orale que l'on utilise bien régulièrement. Et là, ils n'ont jamais été testés. Ils ont un AMM ménorragie liée au fibrome, mais ils n'ont pas entre guillemets, de preuves scientifiques de leur efficacité. Donc c'est cela, c'est ces macroprogestatifs avec principalement, on va dire, l'acétate de chlormadignone, le Luthéran, ou bien l'acétate de nomégestrol, qui est le luténil, qui sont les deux, on va dire, les plus utilisés, donc qui ont effectivement l'AMM. Quand on regarde dans l'AMM, on est dans le droit de les prescrire, mais ils n'ont quasiment pas été évalués sur leur efficacité en termes, non seulement sur les ménorragies, et encore moins en termes de traitement des fibromes, c'est-à-dire de diminution de taille des fibromes, plus ou moins durables, qui permettraient éventuellement de les utiliser dans ce but. Voire même, avec l'apparition des SPRM, qui sont des antiprogestatifs, je vous rappelle, sélectifs, on a plutôt de raisons de penser que les progestatifs auraient plutôt un effet sur la croissance du fibrome. Donc certes, on va aller traiter avec nos macroprogestatifs l'hyperœstrogénie relative et probablement l'hypertrophie de l'endomètre associé, un gros utérus parce qu'il y a plein de fibromes dedans, à une cavité plus importante, un endomètre plus important, et c'est pour ça qu'on a des ménorragies bien souvent. Quand on a des ménorragies associées aux métrorragies ou associées à des phénomènes hémorragiques, c'est que le fibrome saigne pour lui-même en plus du fait que l'augmentation de taille est augmentée. Donc ça explique pourquoi les macroprogestatifs vont souvent fonctionner au démarrage, mais pourquoi aussi au bout d'un certain temps, non seulement il y a épuisement thérapeutique, et puis il y a éventuellement croissance des fibromes, ce qui est quand même un handicap à long terme dans ce type de traitement. Puis bien entendu, vous savez, vous connaissez la polémique qui est intervenue sur ces traitements avec le risque de méningiome, mais certes, on a quand même un certain nombre de patientes jeunes qui ont des fibromes, mais quand même, on est quand même sur la dizaine, 40, 50, c'est là où on a le plus de patientes qui vont nécessiter des traitements un peu agressifs, et où là on est complètement dans l'âge, entre guillemets, de survenue aussi du méningiome, et que donc des traitements un peu longs ou des traitements avec des doses importantes vont majorer très clairement ce risque de méningiome, et donc vont quand même nous restreindre beaucoup l'utilisation au long cours de ces macroprogestatifs que l'on a fait pendant des dizaines d'années. Le DIU au lévonorgestrel, très clairement, il a l'indication aussi pour les ménorragies. On connaît sa difficulté de pose pour des fibromes qui sont
alors sous-muqueux, on va dire type 0, 1, 2, si on respecte la classification FIGO, où on sait qu'on peut avoir des expulsions, un peu de difficulté, ça peut quelquefois majorer aussi un petit peu les saignements. Il y a une certaine efficacité, pour la même raison que marchent les macroprogestatifs, avec l'impact sur l'endomètre, probablement peut-être un petit peu plus, puisqu'ils ont quand même l'indication dans les fibromes, et que là on a quand même, dans ménorragie associée aux fibromes, quelques articles qui nous permettent de laisser penser qu'on a une amélioration, et que c'est quelque chose qui va pouvoir être proposé en première intention, en particulier quand on va avoir affaire à des fibromes qui ne sont pas donc sous-muqueux ou qui ne sont pas dans le groupe 0, 1, 2 ou qui ne sont pas non plus trop volumineux compte tenu d'une efficacité pour ce type de traitement. Les contraceptifs autres, donc de type œstroprogestatif, donc là aussi, il y a eu quelques études, il y a une Cochrane qui a été faite. On sait qu'il y a une certaine efficacité pour traiter les ménorragies, mais là encore, on est confronté à l'absence d'effet en termes de traitement du fibrome, l'absence d'effet sur le volume en règle générale, ça ne va pas modifier le volume. Alors c'est des traitements qui sont potentiellement intéressants parce qu'ils vont améliorer les ménorragies, permettre une contraception si la patiente en a besoin, mais on ne va pas traiter le fibrome. Donc ça va être réalisable chez des patientes qui sont, on va dire, peu gênées et sur lesquelles on n'aura pas besoin d'effectuer d'autres traitements pour l'instant, ou bien de toute façon ça va être en association avec un autre traitement à viser lui plus thérapeutique sur les fibromes. Le danazol, danatrol a été utilisé aussi, il est efficace, on le sait. Lui, il marche par contre sur la réduction du volume des fibromes. Mais on connaît tous les effets secondaires majeurs de ce traitement qui en font en général les complications et que les patientes ne restent pas très longtemps sous traitement. Et donc, encore une fois, on est sur un traitement à court terme qui va pouvoir être donné de temps en temps. Et on va le voir qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires assez proches des analogues qui finalement vont avoir une efficacité assez identique. Vous voyez qu'il y a quand même aussi eu une Cochrane, alors certes elle est assez ancienne, mais parce que depuis on l'utilise quasiment plus. Les AINS, donc, que l'on retrouve dans le traitement des ménorragies aussi, vous savez que ça fait partie des traitements. Alors bien évidemment là on a une certaine efficacité, pareil, il y a une Cochrane, elle est ancienne parce que c'est des médicaments qui ont été utilisés pour traiter les fibromes très tôt. Et donc, il y a une possibilité de les utiliser. Ça va marcher dans les dysménorrhées associées. On va corriger une partie des symptômes. Et en association, bien souvent, avec le suivant qui est l'acide tramexamique, on va pouvoir avoir un complément et une efficacité relativement intéressante. Alors, l'acide tramexamique, c'est celui qui actuellement a le vent en poupe. C'est le médicament qui est le plus utilisé aux urgences gynécologiques, très certainement, avec une efficacité marquée, notable, comparé à d'autres traitements avec une bonne efficacité. Vous voyez qu'on est quand même sur, si on fait une moyenne, aux alentours de 50%. Une fois sur deux, ça va marcher et on va obtenir un résultat. Donc c'est quand même relativement satisfaisant. C'est un peu plus efficace que les macroprogestatifs et que les AINS. On peut les associer, c'est ça l'avantage. Donc on peut cumuler les différentes thérapeutiques et essayer de bénéficier des petits avantages de chacun. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et là, par contre, il y a très peu d'effets secondaires et pour l'instant, pas beaucoup de contre-indications, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive un jour qu'on va majorer quelque chose. A priori, pas trop d'accidents thromboemboliques, ça c'est quand même relativement assez bien contrôlé et on ne le retrouve pas dans les publications que l'on a pu avoir. Alors, on ne peut pas ne pas parler des SPRM, ça a été le médicament attendu et le médicament qu'on a considéré presque comme miracle. Il est très efficace, ça marche très bien, on l'a tous vérifié. Les études qui ont été faites ont montré sa grande efficacité. Le seul souci, vous le connaissez tous aussi, on est sur, vous voyez, 85%. Jusqu'à présent, on était une fois sur deux dans les autres traitements, et encore quand ça marchait. Là, on est à 85% sur les saignements, donc c'était extrêmement efficace, très rapidement efficace. Dans les 10 jours, on obtenait un résultat. Malheureusement, on a eu quelques effets hépatiques graves et non prévisibles. On a espéré à un moment donné que c'était peut-être chez des gens qui avaient déjà une petite pathologie hépatique et que si on surveillait le bilan hépatique, ça changerait quelque chose. Ça n'a rien changé en fait. Ça survient de novo, brutalement, et on peut aller jusqu'à la greffe hépatique. Il y a quand même quelques patientes qui ont été jusqu'à la greffe hépatique pour des hépatites importantes, et donc ça a évidemment entraîné l'arrêt de prescription de ce traitement. Alors pour l'ESMIA, pour l'ulipristal, on va voir les autres SPRM. On sait déjà que la mifégine, qui est un SPRM aussi, qu'on connaissait un peu mieux,
qu'on a un tout petit peu utilisé. Là, on a un petit risque d'hyperplasie de l'endomètre associé, hein, qui avait été noté dans les études, et on se demande s'il ne pourrait pas y avoir un risque d'hyperplasie atypique. Donc on est quand même dans quelque chose qui est un petit peu douteux et qui, pour l'instant, ne pas l'utiliser dans cette thérapeutique. Et reste le vilaprisant, qui est un autre, hein, c'est le petit cousin de l'ulipristal. On va voir si peut-être ça va pouvoir le remplacer, mais c'est pas dit, ils sont quand même très proches, donc et on reste quand même, pour les accidents hépatiques, des accidents extrêmement rares. Et donc, on va aller pour 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 accidents hépatiques graves, éviter de prescrire le médicament à 9 999 patientes. Donc il y a un moment donné où est-ce qu'il faut prendre un risque ou pas prendre un risque, ça c'est toujours difficile. Le laboratoire n'est pas prêt à prendre le risque, lui, parce qu'à chaque procès, il va perdre énormément d'argent. Les analogues, on ne peut pas ne pas en parler, hein, c'est assez clair. Ils ont été remis au goût du jour. Vous voyez que la méta-analyse de l'Etabi, elle date de 2002. Donc c'est un médicament ancien qui avait été validé il y a très longtemps. Donc comme quand il était efficace. Simplement, on l'avait un peu oublié. Et puis, bon, les analogues, c'est bien, 3 mois, 4 mois, on le sait, on a quand même pas mal d'effets secondaires, et l'ulipristal les avait détrônés complètement, donc on n'en prescrivait plus. Avec l'arrêt de l'ulipristal, on avait pris l'habitude d'essayer de faire diminuer les fibromes, et donc on a gardé un peu cet intérêt, et donc ils ont repris, entre guillemets, du poil de la bête, ces analogues, et on s'en sert de plus en plus souvent quand même, en tout cas, moi j'ai l'impression, pour essayer d'améliorer les conditions opératoires. Il a cette indication-là, c'est dans les 2, 3 mois, 4 mois, on peut faire 6 mois si vraiment on a besoin. Au-delà, on sait qu'il va falloir rajouter une bactérothérapie ou il va falloir faire quelque chose parce qu'on prend des risques chez des femmes jeunes d'ostéoporose. Et puis, en général, quand même, elles supportent 2-3 mois avec des bouffées de chaleur, mais au-delà, ça commence à devenir un peu difficile, un peu pénible. Donc, on est très clairement dans des indications pré-thérapeutiques pour un autre choix, donc soit une chirurgie pour améliorer les conditions de la chirurgie, en réduisant l'anémie, en réduisant le volume du fibrome, soit pour éventuellement d'autres raisons, attendre un moment propice pour la patiente, tout simplement parce qu'elle ne peut pas se faire opérer tout de suite et qu'elle préfère se faire opérer avec un petit peu de distance. Donc ces analogues, on peut les utiliser, ça marche bien, c'est très efficace. Vous voyez les courbes, c'était les études comparant Esmia avec un analogue. C'est un peu plus long à se mettre en place. Il faut 1 mois pour qu'on ait une efficacité, mais on obtient les mêmes résultats, voire même un peu plus, hein, puisque si on regarde la diminution du volume, avec l'Enantone qui était le dernier médicament, à chaque fois, la plus grosse diminution de volume était obtenue quand même par les analogues et non pas par les SPRM. Simplement, les effets secondaires sont un peu plus lourds. Donc, on a une assez bonne efficacité et je pense que c'est une thérapeutique qu'on peut utiliser assez facilement pour opérer les patientes sans anémie et de manière un petit peu plus simple en termes de volume, hein, en termes de voie d'abord, par exemple, ça peut être intéressant. Pour juste essayer de cibler un petit peu les choses, le NICE avait essayé de placer un certain nombre d'indications thérapeutiques. Donc vous avez ici, pour les fibromes, les petits fibromes non sous-muqueux, on est très clairement dans l'indication du DIU olivo-norgestrel, qui peut être une bonne indication, à partir du moment où la patiente ne souhaite pas de grossesse, ou en tout cas ne la souhaite pas dans un avenir proche. Si elle ne souhaite pas de DIU ou s'il y a une mauvaise tolérance, on se retrouve finalement avec les traitements que je vous ai exposés, hein, tous ceux que l'on a. Alors les agonistes, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a quelques papiers, hein, mais honnêtement pour l'instant on n'a pas l'impression qu'ils soient plus efficaces que les antagonistes, l'inverse, les antagonistes que les agonistes. Et donc pour l'instant, moi je l'ai mis en parallèle, ça existe, il y a quelques papiers, mais on va dire que pour l'instant il n'y a pas de compétition. Il vaut mieux, je pense, utiliser du décapeptide ou de l'Enantone. Chez les patientes qui ont des fibromes un peu plus gros et qui, évidemment, vont souhaiter une grossesse, on est toujours embêté. Hein. Tout ce qu'on va pouvoir prescrire d'anti-hormonal empêchera la patiente de tomber enceinte. Et donc, on se retrouve avec l'acide tramexamix et les AINS et à surveiller notre patiente. Donc, très clairement, pour l'instant, on est quand même extrêmement embêté de prescrire un traitement médical au long cours chez ces patientes qui ont un traitement par fibrome. Donc moi je pense qu'il faut agir sur les symptômes, le temps de faire le bilan, on a compris qu'il fallait une écho, que bien souvent maintenant on va demander une IRM, en particulier si c'est des fibromes uniques et si c'est des fibromes un peu suspects, dès qu'on va vouloir faire un traitement conservateur en fait, c'est ça qui nous embête. Si la patiente veut une hystérectomie, on n'a pas forcément besoin d'une IRM si l'écho est à peu près n'est pas inquiétante.
Si on sait qu'on va être obligé de morceler ou qu'on va être obligé de couper le fibrome en deux pour le sortir, etc., là, on va être embêté et bien souvent, on va demander une IRM. Pareil, si on veut faire une myolyse, une destruction, ou si on veut faire une embolisation. Donc l'embolisation, dans les recommandations actuelles, les choses ont été modifiées quand même sur les ménorrhagies. C'est un traitement extrêmement efficace, donc je pense qu'il faut qu'on en parle un tout petit peu parce que c'est quand même une alternative entre la chirurgie et le traitement médical. Donc vous voyez, on a des chiffres qui sont assez bons, 85% à 5 ans chez des patientes. En termes d'efficacité, ça marche, c'est clair. Les ultrasons, l'autre technique qui est bien évaluée, pas forcément en France, mais qui est bien évaluée, nous on l'avait fait à Tours, actuellement il n'y a plus qu'un centre qui le fait, c'est Bordeaux et c'est assez anecdotique, mais ça va peut-être revenir, on va les voir revenir. Dans des pays comme la Chine, c'est extrêmement diffusé, ils ont des séries qui sont très importantes, on s'est déplacé pour aller voir comment ça se passe. Le seul inconvénient pour l'instant, c'est que ça n'existait pas, ce n'est pas reconnu par les caisses d'assurance maladie, il n'y a pas d'acte et il n'y a pas de cotation. Donc là, une bonne nouvelle, c'est que ça fait 2 ans qu'il y a un dossier qui a été lancé par Hervé Fernandez, Philippe Descamps, auprès de la HAS, qui a donné son accord pour qu'on puisse éventuellement refaire de l'IFU. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas d'acte et on n'a toujours pas de cotation. Donc il va falloir attendre encore un tout petit peu, mais on peut espérer, peut-être pour 2023, voir revenir les ultrasons avec cette fois-ci quelque chose. Ceci étant, ils ont répondu oui, mais pour l'IFU, sous contrôle échographique et pas pour toutes les techniques de myolyse. Donc tout ce qu'on fait pour l'instant, on cote par assimilation, on va en parler un tout petit peu. Donc vous voyez que petit à petit, l'embolisation existe et c'est bien coté. Et donc ça, les neuroradiologues, eux, sont très forts pour obtenir des cotations. Donc ils l'ont et ils embolisent les artères de l'utérus. Ils ne traitent pas les fibromes. C'est ça qui fait toute la différence. Donc les recommandations actuelles nous ont bien montré qu'il fallait proposer les 2 techniques, embolisation ou chirurgie. Dès qu'on a une indication, on va dire, de chirurgie, on peut quasiment proposer à la patiente un traitement de type embolisation. On a suffisamment de données pour l'efficacité. Le seul petit, entre guillemets, risque qu'il y a et qu'il faut expliciter bien clairement à la patiente, c'est face à la grossesse. Donc chez une patiente qui, à mon avis, est multipare, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, si on peut absolument le proposer. Chez une patiente qui n'a jamais eu de grossesse ou qui est infertile, bon, c'est critiquable, il y a un certain nombre de restrictions, ça augmente un petit peu le taux de fausses couches, on le sait, ça augmente un petit peu aussi probablement les placentas Previa ou Accreta, donc il y a un petit peu de risque, et puis il y a quelques embolisations ovariennes, donc c'est très faible, mais ce n'est pas impossible. Donc c'est toujours pareil, balance bénéfice-risque face au risque de la césarienne. Il faut que je conclue, c'est ça? Oui. Donc juste pour terminer, pour vous citer la thermocoagulation qu'on a rajoutée dans les indications thérapeutiques. Donc là, il faut par contre, on détruit l'endomètre et probablement la vascularisation des fibromes, par exemple pour des types 3, donc ça peut être intéressant. Ça a été rajouté dans les dernières recommandations. Et puis un tout petit mot sur la radiofréquence qui commence à apparaître un peu partout dans les centres. Vous en avez ici, vous verrez des labos qui présentent un certain nombre de techniques pour détruire des fibromes, donc par voie, on va dire, type hystéroscopique, par voie basse, où on détruit à travers l'utérus les fibromes, ou en célioscopie, où on va aller planter des électrodes à l'intérieur du fibrome pour le détruire. Ce sont des techniques qui sont validées. Vous voyez qu'il y a des méta-analyses qui commencent à apparaître. Donc ça fonctionne, on est sur des taux de réduction qui sont intéressants. Mais encore une fois, là, on n'a pas de cotation. Donc attention, pour l'instant, on code par assimilation jusqu'à ce qu'un jour la Sécu nous dise « vous n'avez pas le droit de coter comme ça ». Donc attention, mais ce sont des techniques qui commencent à apparaître et je pense que dans un avenir extrêmement proche, on va pouvoir positionner très clairement ces indications, on va dire, qui sont entre le traitement médical et le traitement chirurgical. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous communiquer, en se rappelant quand même, j'insiste sur la balance bénéfice-risque de chaque technique, je crois que ça c'est quand même important. Faire participer la patiente sur le choix. Les patientes nous disent on veut une hystérectomie, on ne veut pas, et on préfère une embolisation plutôt que d'être opéré. À nous de la convaincre dans un sens ou dans l'autre, mais on doit pouvoir l'informer correctement. Évidemment, il y a les coûts et la qualité de vie qui jouent. Importance, on l'a vu avec les sarcomes, dès qu'on a quelque chose d'un peu suspect, de faire une RCP ou une réunion multidisciplinaire avec les radiologues pour pouvoir bien définir notre thérapeutique. Et puis, bon, on espère que petit à petit, on va pouvoir avoir accès à d'autres traitements
comme je vous ai montré, sur les ultrasons ou la radiofréquence. Merci. Merci beaucoup d'avoir passé en revue aussi bien des traitements anciens que récents et l'avenir probablement. Antoine Thor toujours. Merci beaucoup pour cet excellent topo. J'aimerais revenir sur une question importante quand même, c'est la considération du risque du traitement. On est un peu quand même dans les deux poids deux mesures, puisque l'ESMIA, même si les complications ont été très graves, c'était quand même 5 cas sur 900 000, c'est-à-dire on est dans le cadre de 6 cas par million environ. On est quand même très loin, bien moindre que les complications de quelques techniques opératives que ce soit. La seule chose qui différencie, c'est que pour l'un, il y a une agence du médicament qui veut 0 risque, et pour l'autre, c'est à nous d'expliquer le risque à la patiente. Est-ce qu'on doit attendre que ces nouveaux médicaments, dans les nouveaux SPRM, fassent 0 complication, ou alors est-ce qu'on peut se permettre de dire à la patiente, c'est un médicament très efficace, vous allez être amélioré dans beaucoup de cas, malheureusement, dans un certain nombre de cas, il y a un risque. Comment on peut faire vis-à-vis de ça ? Et je compléterai en disant que le médicament le plus dangereux aujourd'hui est le paracétamol pour les greffes hépatiques, de très loin. J'ai écrit un article qui s'appelle « Arrêtons le jeu de massacre ». C'était exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Soit avec l'ESMIA, on pouvait traiter les femmes quasiment en chronique de leur fibrome. Sur l'adénomiose, c'était impressionnant. On a fait une étude avec Hervé Fernandez. C'était impressionnant en termes d'efficacité. Et puis on nous le supprime pour 5 à 9 cas de problèmes hépatiques dans le monde. J'ai pas de réponse, parce que pour l'instant, on ne peut plus utiliser l'ESMIA en France. Et je pense que on peut toujours aller le chercher à l'étranger. Il est encore commercialisé dans certains endroits. Donc, mais quelque part, si jamais on a un problème, ça va nous coûter très cher à celui qui l'aura prescrit. Donc, moi, on ne peut pas recommander, une société savante ne peut pas recommander d'utiliser un médicament hors AMM avec le risque actuel. On le fait déjà pour les macroprogestatifs, dans beaucoup de raisons. Je pense que maintenant, il faut bien le justifier, on l'a compris. Donc, quelque part, avec ces macroprogestatifs, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Bien souvent, je pense que ce type de traitement va pouvoir être utilisé encore raisonnablement, parce que c'est pareil, là, on est quand même sur une fréquence un peu plus importante, mais c'est quand même beaucoup moins grave, entre guillemets. Le méningiome va souvent régresser dès qu'on arrête le traitement. Tous ne sont pas gravissimes, ces méningiomes, et bon, pour l'instant, on va dire, je pense qu'il ne faut pas qu'on supprime complètement ces traitements. Pour le Vilaprisan, je ne sais pas, on va voir. Si on nous dit qu'on peut le prescrire, on réessayera. Mais le temps qu'on ait prescrit suffisamment, puisque vous nous avez dit, il faut en prescrire 900 000 quasiment pour pouvoir avoir quelques effets secondaires, on va mettre 4 ou 5 ans à le faire et puis on va retomber très vraisemblablement sur la même chose. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de médicaments qui ne peuvent pas créer d'hépatite à ce type de taux. Je reviens sur les macroprogestatifs. Comme vous l'a dit Henri, ça n'agit pas proprement dit sur le fibrome, parce que ça ferait même peut-être pousser le fibrome. Ça agit sur l'endomètre. Le fibrome, quand vous opérez des fibromes et que vous les coupez en deux, il n'y a quasiment pas de sang à l'intérieur. Donc c'est jamais un fibrome qui saigne. C'est l'endomètre qui est en regard, qui présente une dystrophie vasculaire et qui va saigner et qui est hypertrophique par ailleurs. Donc on va jouer avec le stérilet, comme on va jouer avec les macroprogestatifs, sur l'hypertrophie endométriale. Voilà, les méningiomes, pour l'instant, moi je prescris des IRM, j'annonce à des femmes des atrophies corticales beaucoup plus que des méningiomes. Donc après, il faut gérer aussi l'annonce d'une atrophie corticale dont je ne sais pas quoi faire. Vas-y, Christian Jamin. Une petite remarque sur les macroprogestatifs et puis une question. Les macroprogestatifs, en fait, ça fonctionnait que quand on l'utilisait 20 jours sur 28 ou 21 jours sur 28, ce qui entraînait un effondrement de l'estradiol. Et en fait, l'effet des progestatifs était très certainement lié à l'effondrement de l'estradiol et l'effondrement de l'estradiol à long terme chez des femmes jeunes n'est pas forcément anodin non plus en dehors des méningiomes. Ça, c'était ma première remarque. Et ma question, c'est que j'ai vu passer un papier sur le traitement des fibromes par les antagonistes de Peros aux États-Unis et le produit a eu l'AMM européenne.
Et là, on rentre dans la théorie, ce qu'on appelait à l'époque le seuil œstrogénique, c'est-à-dire que le taux d'estradiol est à peu près à 40 picogrammes avec ses antagonistes Péros, et donc il est proposé avec succès dans le traitement des fibromes. Et on aura peut-être une meilleure tolérance par rapport aux agonistes, on va dire. C'est peut-être ça l'intérêt. J'ai vu passer le même papier. Hein. Donc bon, je pense que c'est peut-être un tout petit peu le futur, mais bon, c'est pareil. Est-ce que ce sera un traitement au long cours? Je ne pense pas. Il va sortir un antagoniste avec une adbac-thérapie intégrée. Hein. Oui, donc alors, ça veut dire que derrière Péros, tu pourras peut-être l'utiliser au très long cours, plutôt que d'avoir une forme injectable où tu rajoutes par ailleurs une adbac-thérapie. On va attendre de voir, c'est une possibilité. Mais dans le traitement par les analogues injectables, en fait, il y a plein de gens qui ont fait de l'adbac-thérapie avec des faibles doses d'estradiol, avec une très bonne tolérance à la fois osseuse et sur le fibrome. On va prendre une dernière question pour respecter le temps. Il y a Pierre-Emmanuel Bouy. Non, c'est juste pour faire une remarque sur ce qui vient d'être dit, justement sur l'antagoniste Péros. C'est le Relugolix qui contient dans le même comprimé l'adbac-thérapie. Et sur les papiers qui sont sortis dans le New England, les données à 2 ans d'utilisation du Relugolix sont plutôt rassurantes quand même. Sur les profils, sur les densitométries minérales osseuses, etc. Et un bon effet sur les saignements. En revanche, le papier nous montre que la réduction de taille du fibrome, c'est moins tranchant. Et puis si c'est comme pour les analogues, il y a un effet rebond à l'arrêt. C'est-à-dire que voilà, dès que vous arrêtez un analogue, ça repart. Ça repart immédiatement. Merci, professeur Marais. On va accueillir le professeur Pierre-Emmanuel Bouet, qui travaille au CHU d'Angers et plus spécialement en aide médicale à la procréation. Merci. Bonjour à tous. Je remercie la SFG de m'avoir invité à parler de l'impact des myomes sur la fertilité, en particulier les fibromes de type 3, 4 et 5. Alors, bon, de quoi on parle? On en a déjà un peu parlé. Nous, on va parler spécifiquement des 3 qui affleurent l'endomètre, les 4 qui sont intramuraux purs et les 5 qui dévient un peu la séreuse. Alors, de quoi on parle quand on s'intéresse de fibromes et de fertilité? Je vous avoue que j'ai pas mal réfléchi sur la question et en général, ça a chauffé un petit peu parce qu'il faut bien faire la distinction entre les différents fibromes, il faut bien faire la distinction entre les types de fibromes. Il faut penser à l'impact des fibromes sur la fertilité spontanée, mais aussi celle qu'il va y avoir en AMP, et les études ont plus particulièrement été faites en fécondation in vitro. Et puis si on a une étude qui nous dit qu'il y a un impact sur la fertilité spontanée, on va se poser la question de est-ce qu'il faut l'enlever ou pas par chirurgie. Et puis sur les résultats en AMP, c'est pareil, est-ce que finalement, d'accord, il y a un impact, mais est-ce qu'il faut aller l'enlever pour améliorer les chances de naissance vivante en FIV? Donc je vais reprendre avec vous ces différents points. Alors en théorie, c'est quoi le mécanisme des fibromes sur la fertilité? Il y a la déformation anatomique sur le col, la déformation anatomique sur la cavité utérine. Ça pourrait entraîner des altérations de la cavité utérine, ça pourrait obstruer les orifices tubaires. Et puis il y aurait des impacts sur l'implantation par altération du développement endométrial, impact sur le flux sanguin aussi au niveau endométrial et pour l'implantation, et une distorsion de l'endomètre. Alors les méta-analyses qu'on ressort depuis 10 ans à chaque fois, mais je suis obligé d'en parler, vous les connaissez probablement, il y a celle de Pritz qui date de 2009 et celle de Sunkara qui date de 2010. C'est elles qui font un peu foi dans le terme de la fertilité et des fibromes. La première méta-analyse de Pritz de 2009, elle a évalué 347 études, elle en a sélectionné 23, une étude randomisée, 9 prospectives et 13 rétrospectives. Les critères d'inclusion à chaque fois des études qui ont été incluses, des femmes avec désir de grossesse, utilisation systématique d'un groupe contrôle, et ils ont évalué les fibromes, à l'époque on parlait de fibromes sous-muqueux ou intramuraux. La grande majorité de ces études, dans la méta-analyse, c'était des études qui comparaient fibrome et FIVIXI versus FIVIXI sans fibrome. Très peu d'études, 4 seulement, ont évalué la fertilité spontanée. Alors quand on réunit tous les fibromes confondus de ces différentes études, on voit qu'il existe un effet délétère dans la méta-analyse des fibromes sur les taux d'implantation, sur les taux de naissance vivante et un impact aussi sur le risque de fausse couche. Quand on regarde en sous-analyse les fibromes sous-muqueux, on voit là encore qu'il y a peu d'études, là, on est de 2 à 4 études, 2 seulement sur les taux de naissance vivante, donc je dirais un faible niveau de preuve, mais on a un effet délétère des fibromes sous-muqueux sur les taux d'implantation, les taux de naissance vivante et les taux de fausse couche spontanée.
Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler plus spécifiquement des intramuraux. Quand on regarde les intramuraux, eh bien dans la méta-analyse de Pritz, on a un effet délétère des intramuraux sur les taux d'implantation, les taux de naissance vivante, les taux de fausse couche spontanée encore. La deuxième méta-analyse, un an plus tard, celle de Sunkara, ils ont évalué que les fibromes intramuraux. 27 études ont été évaluées en détail, ils en ont inclus que 19. Toutes étaient observationnelles et toutes concernaient des femmes suivies en FIV. Là, aucune étude avec conception spontanée. Avec les fibromes intramuraux qui ne déformaient pas la cavité, comparés à une population sans fibromes, ils avaient des tailles de fibromes qui variaient, ils ont pu inclure 6000 cycles de FIV. Et sur la méta-analyse de Sunkara, on voit qu'il y avait une diminution significative des taux de grossesse clinique en cas de fibromes intramuraux. Vous voyez que c'est un peu limite, mais ils retrouvaient un impact. Et une diminution significative du taux de naissance vivante en cas de fibromes intramuraux. Donc, sur les questions qu'on se posait au début et l'impact des fibromes sur la fertilité spontanée, eh bien les types 1, type 2, les sous-muqueux, on va dire oui. Les intramuraux, oui aussi, avec une diminution des résultats en FIVIXI, c'est la méta-analyse de Sunkara qui nous le dit, voire peut-être en conception spontanée, parce que dans la méta-analyse de Pritz, il y avait 4 études qui parlaient de ça. Mais par contre, ces méta-analyses, elles ne nous répondent pas sur l'intérêt de la myomectomie. D'accord ? Elles nous disent simplement qu'il y a un impact. Alors Pritz, il a quand même cherché dans ses analyses deux études qui s'intéressaient à l'impact de la myomectomie, justement. Et il retrouvait qu'il y avait une amélioration des taux de grossesse clinique après résection des fibromes sous-muqueux. Sur les intramuraux, bien là par contre, la myomectomie de fibrome intramural ne permet pas d'augmenter significativement les taux de naissance vivante en FIV. Ça, toujours avec 2 études, Pritz, il a retrouvé ces résultats dans sa méta-analyse. Et puis, il y a eu les RPC de 2011 qui reprenaient ces 2 méta-analyses de 2009 et 2010. Et dans les RPC 2011, alors on a un peu le dogme ces dernières années parce qu'on a la notion qu'il y aurait une indication de myomectomie intramurale à partir de 5 cm. Bon, quand on reprend les recommandations, le niveau de preuve qui est mis dans les recommandations, c'est un niveau de preuve assez faible, c'est un niveau de preuve 3. Pourquoi ? Parce qu'on va se baser finalement sur une étude qui est l'étude italienne de Buletti de 2004 et qui met ce cutoff à 5. Mais attention, il faut peut-être finalement modérer un petit peu ce propos. Pourquoi ? Parce que cette étude, elle est rétrospective, elle a de faibles effectifs, et il y a beaucoup de biais, notamment les caractéristiques des patientes qu'on n'a pas dans cette étude. On ne sait même pas si les populations sont comparables. A priori, il y a une régression logistique qui a été faite, mais on ne sait pas sur quoi. Donc, finalement, à prendre avec des pincettes. On peut donc se poser légitimement comme question, quel est l'impact réel de la taille du fibrome intramural sur la fertilité, et y a-t-il un intérêt à le ou les traiter pour améliorer la fertilité spontanée ou en AMP, puisque finalement, depuis les RPC, on peut se poser la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres études qui sont sorties ? Il n'y en a pas beaucoup. Quand je reprends la littérature depuis les RPC 2011, il y a un papier dans le British Journal en 2017 qui a évalué l'effet des fibromes intramuraux sur les résultats de la FIVIXI en fonction de la taille. C'est une étude rétrospective, ils n'ont inclus que des fibromes intramuraux qui ne déformaient pas la cavité. Il y avait toute taille de fibromes et les types variaient de 3 à 7. C'était que des patients qui étaient suivis en FIVIXI. Il y avait un cas de fibrome versus de contrôle, ils faisaient un appariement sur différents critères et ils ont pu comparer 163 patientes à 326 patientes. Donc là, vous voyez la proportion de patientes avec des fibromes de plus de 3 cm, celles avec moins de 3 cm. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé ? Ils ont retrouvé qu'il y avait un impact négatif des fibromes intramuraux d'au moins 3 cm sur les résultats de la FIV et pas d'impact si moins de 3 cm. Mais là encore, c'est observationnel. On a peut-être un nouveau cut-off, on n'est peut-être plus à 5 cm, on est à 3 cm, mais encore une fois, il ne nous dit pas s'il faut les enlever, ces fibromes. Alors, une autre étude aussi par une équipe chinoise qui a été publiée en 2018, eux, ils sont intéressés spécifiquement aux fibromes de type 3. Une étude rétrospective sur 7 ans, des patients qui étaient suivis en FIVIXI, une population fibrome qui était matchée à 3 témoins du même âge, même protocole. Bon, globalement, l'étude méthodologiquement est bien faite. 151 patientes incluses dans le groupe fibrome type 3 versus 453 patientes sans fibrome. Et là, on retrouvait des taux d'implantation qui étaient significativement diminués, avec une diminution aussi des grossesses cliniques et des taux de naissance vivante dans le groupe fibrome. Il n'y avait pas de différence sur les taux de fausse couche spontanée. Donc pour eux, ils trouvaient que pour les types 3 spécifiques, à partir de 2 cm, il y aurait peut-être déjà aussi un impact sur la fertilité. Mais toujours la même question, est-ce qu'il faut les enlever ? Ça, on n'en sait rien. Donc voilà, on a un impact négatif des 3, 4, 5 qui ferait plus de 3 cm sur la fertilité. Bon, ok, pourquoi pas, mais après on fait quoi ? Alors,
Henri a déjà parlé un petit peu de certaines solutions, mais est-ce que les opérer, ça sert à quelque chose? Est-ce que faire une embolisation, là je suis sur la fertilité, hein. Henri a beaucoup parlé des ménométroragies, moi c'est vraiment focalisé sur la fertilité. L'IFU, la radiofréquence, les SPRM, on en a parlé, qui n'ont plus l'autorisation en France, ou les antagonistes de la LHRH, on vient d'en parler. Alors l'impact de la myomectomie en fertilité spontanée, bon, ça pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est vrai qu'on a souvent, je ne sais pas quelles sont vos pratiques, mais moi j'ai appris un petit peu comme ça, c'est-à-dire en infertilité, les fibromes sous-muqueux, il faut les enlever, c'est bien parce que ça a un impact sur la fertilité. Et finalement, quand on reprend la littérature, c'est vrai que ce dogme encore qu'on a, ben, il est basé sur une étude italienne qui date de 2006, avec une faible population. Alors c'est une étude randomisée quand même, hein, mais vous voyez que finalement c'est 52 patientes qu'on a randomisées, on a fait avec chirurgie, sans chirurgie, on compare 30 patientes à 22, et on voit que c'est significatif. Et donc depuis cette étude, on a effectivement cette pratique de se dire on va aller enlever les fibromes sous-muqueux pour améliorer les taux de grossesse en FIV. On voit que c'est une étude randomisée certes, mais il y a quand même des petits effectifs, et finalement ils évaluent les taux de grossesse qui aujourd'hui pour des grandes publications n'est plus viable, il nous faut les taux de naissance vivante, on n'a même pas les taux de fausse couche. Hein. Sur les intramuraux, on voit qu'il n'y a pas d'effet. Et puis quand on regarde finalement les types 2 d'aujourd'hui, les sous-muqueux intramuraux, eh bien on voit qu'il y a un effet. Donc là, en fertilité spontanée, ils n'avaient que des patientes qui avaient moins de 35 ans dans ce papier, mais en fertilité spontanée, il semblerait, depuis l'étude de Cassini, qu'il y aurait un intérêt à opérer les types 1 et les types 2. Je dis il semblerait, vous allez voir où je vais en venir. À la Cochrane 2020. Alors ça aussi, c'est assez drôle, on voit sortir depuis quelques années des Cochranes sur une étude. Donc, ils ont refait toute la littérature, et finalement, quand ils s'intéressent à notre sujet aujourd'hui, leur Cochrane, elle se base uniquement sur l'étude de Cassini de 2006. Ils ont refait les calculs de l'étude de Cassini, et puis eux, finalement, vous voyez, le load ratio, il n'est pas très clair. Donc, il conclut quoi? Il conclut que nous ne sommes pas certains de l'intérêt de la myomectomie des fibromes sous-muqueux et des sous-muqueux intraméraux pour améliorer la fertilité spontanée des patientes. Donc, je vous avoue qu'en pratique, moi, je continue à les opérer, ces patientes, parce que souvent aussi, il y a une autre symptomatologie qui fait qu'elles ont des ménométroragies associées à leur infertilité. Mais pour la fertilité pure, se pose quand même la question, on manque quand même d'études pour être tranchant sur la question. Après, dans la Cochrane aussi, je sors un peu du sujet, mais ils ont comparé la parotomie à la paroscopie. Il n'y avait pas de différence sur la fertilité d'opérer les patientes par la parotomie ou la paroscopie. Et puis, pour les hystéroresections, vous utilisiez un courant monopolaire ou un courant bipolaire, il n'y avait pas non plus de différence entre les deux populations. Voilà la méta-analyse, enfin la Cochrane, pardon. Alors, j'ai regardé aussi comme l'étude chinoise de 2018 nous disait que les types 3 avaient un impact sur la fertilité, j'ai regardé aussi des études sur la chirurgie des types 3, parce que c'est gentil de nous dire que les types 3, ils peuvent impacter la fertilité à partir de 2 cm, mais à enlever, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple, et surtout si on ne sait pas si ça va améliorer nos chances de grossesse spontanée ou nos chances de grossesse en FIV. Alors il y a Hervé Fernandez et Perrine Kapmas qui ont publié une étude dans l'European Journal en 2016, rétrospective. Alors c'est peu de patientes, hein, je vous donne ça parce que c'est assez original comme étude. Les patientes avec 42 ans, principalement opérées pour des saignements, hein, seulement 2 patientes infertiles et une douloureuse. Ils font ça de manière éco-guidée. Et bon, il y a quand même 2 patientes qui ont eu sur ces 13, 2 hystérectomies à 6 mois et 1 an, une myomectomie par la paroi à 30 mois et des synéchies dans 3 cas sur 8, résection incomplète aussi dans 3 cas sur 8. Est-ce qu'il y a un intérêt sur la fertilité? Là, on n'en sait rien non plus. Alors, je vous montre la technique. C'est par hystéroscopie éco-guidée. Vous voyez que vous allez chercher le fibrome sous échographie, la localisation. Vous incisez l'endomètre au crochet. Vous arrivez sur le fibrome qui est en dessous. Vous le creusez un petit peu au crochet pour faciliter votre résection à l'anse. Bon, après, on ne voit pas très bien la fin de la résection. Ça saigne un peu. Bon, vous voyez que ça, c'est une technique qui n'est pas forcément simple et dont l'intérêt, en tout cas sur la fertilité, n'est pas prouvé. L'équipe du KB l'a surtout fait pour des saignements. Donc, quand vous opérez des fibromes pour une infertilité, il faut bien garder en tête les complications potentielles de la chirurgie en plus. L'intérêt en tant que tel est peut-être pas si clair, et en plus, c'est peut-être pas des opérations qui sont toujours extrêmement simples. En hystéroscopie, ça arrive régulièrement que vous avez des résections incomplètes qui vont nécessiter une deuxième hystérorésection. Vous risquez des perforations. Alors, vous avez été complet, mais des fois, quand on est complet, on passe pas loin de la perfo. Donc, on peut se faire un peu peur. La perforation, ça a quand même quelques conséquences. Malplacentation, rupture utérine. Et puis aussi, à faire des hystérorésections répétées pour enlever des fibromes, on risque d'amener des synéchies qui peuvent altérer en tant que tel la fertilité des patientes.
Et puis quand on fait des myomectomies par la paro ou par célioscopie ou par robot depuis quelques années, il y a quand même des risques de saignement sur les interventions de myomectomie et leur effet sur l'utérus. Il y a l'effet de la ligature utérine sur la fertilité, le risque d'effraction de la cavité aussi qui peut entraîner des synéchies, la fragilisation utérine en vue d'une future grossesse. Et puis vous amenez chez une patiente infertile qui a 39 ans par exemple, un délai entre la chirurgie et l'AMP que vous allez lui proposer ou le désir de conception spontanée, le temps qu'il y ait une bonne cicatrisation utérine. Donc c'est pour ça qu'il faut bien peser vos indications. Donc l'intérêt de la chirurgie en résumé, pour améliorer la fertilité spontanée en cas de fibrome de type 3, 4 ou 5, je mets des points d'interrogation parce qu'aujourd'hui je ne suis pas capable de répondre, et ce, quelle que soit la taille. Pour améliorer les chances de grossesse en AMP en cas de fibrome de type 3, 4, 5, c'est la même chose. Je n'ai pas de réponse à vous donner, j'en sais rien, et quelle que soit la taille. Donc à ce jour, on n'a pas suffisamment de données pour recommander la myomectomie de fibrome 3, 4, 5 dans le but d'améliorer la fertilité spontanée ou en AMP. Alors vous allez me dire pourquoi on les opère. On les opère parce que ça saigne, on les opère parce que ça se nécrobiose et que ça fait mal, associé à l'infertilité. Pourquoi on opère ces patientes infertiles? C'est parce qu'elles ont d'autres symptômes qui font qu'on est amené à les enlever. Parce qu'on a fait 3 fécondations in vitro, 6 transferts de 10 embryons de bonne qualité, et puis qu'il reste une tentative et qu'on est un peu embêté, on peut essayer effectivement d'aller enlever un fibrome. Ou parce qu'elle a fait des fausses couches à répétition, idiopathiques, on n'a pas d'autre raison, et on peut se dire, il y a un gros fibrome de 8 cm, on va peut-être aller l'enlever quand même. Et puis, on va les enlever aussi parce que ça grossit, et notamment, alors est-ce que ça grossit à cause des stimulations hormonales que vous faites de ces patientes infertiles? En tout cas, comme ça grossit, et puis depuis quelques années, on est un peu parano avec le risque de sarcome, on a tendance à l'enlever pour se dire qu'il nous faut une anapate. Et je mets juste une petite diapo sur l'augmentation de taille après stimulation. C'est vrai que l'impression clinique qu'on peut avoir aussi chez une patiente à qui on fait des FIV, des stimulations hormonales à forte dose, ça nous arrive tous d'avoir des fibromes qui augmentent sous stimulation hormonale. En tout cas, est-ce que c'est prouvé dans la littérature? On a peu de données. La seule étude qui a été faite sur le sujet date d'il y a 10 ans, une étude italienne de Milan, prospective avant-après, 72 femmes avec fibromes intramuraux ou des sous-séreux, et elles ont toutes une FIV. Vous voyez que finalement sur l'étude italienne, l'augmentation de taille elle n'est pas énorme. Sur des petits fibromes ça prend 0,5 cm, sur des fibromes de 3 cm ça prend 0,1, et puis ils ont même des fibromes de plus de 3 cm avec une diminution de taille sous stimulation. Donc il n'y a pas d'effet prouvé de la stimulation ovarienne contrôlée en FIV sur la taille des fibromes. Alors les alternatives à la chirurgie, Henri en a parlé dans la fertilité plus spécifiquement. Je suis obligé d'en parler un petit peu. L'embolisation, alors vous savez qu'embolisation et fertilité, pour l'instant, ça nécessite des études complémentaires. Il y a une review qui a 3-4 ans et qui nous dit ça. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas forcément en première intention. C'est discuté dans certains cas extrêmes avec des patientes chez qui on est bien embêté pour leur saignement, pour leur infertilité, compliqué de les opérer. On peut aller vers l'embolisation, mais c'est franchement au cas par cas. Il y a des risques de synéchie, des risques d'atrophie endométriale, d'insuffisance ovarienne post-embolisation. Il y a aussi des données dans la littérature sur l'augmentation des fausses couches spontanées. Alors l'alternative à la chirurgie, c'est plus ça. Ces dernières années, ce qu'on se pose comme question en fertilité, c'est l'IFU. L'IFU par échographie ou par IRM, ça semble sécuritaire, efficace chez des femmes en désir de grossesse. Les Chinois qui ont développé la technique ont publié dans le British Journal, chez des femmes qui ont eu des grossesses après IFU, les données sont plutôt rassurantes. La radiofréquence, là encore Henri a fini son topo là-dessus, mais l'ablation par hyperthermie, des sondes qu'on va mettre dans le fibrome par célioscopie ou par voie vaginale et contrôle-échographique. Il n'y a pas de publication spécifique sur la fertilité, mais on a des cas de grossesse qui ont été rapportés en post-opératoire après radiofréquence. Et pour l'instant, les issues de ces grossesses semblent comparables à celles qu'on constate en chirurgie. Alors ça nécessite encore des études complémentaires, mais c'est peut-être l'avenir à voir. Et puis les traitements médicaux, bien sûr, les traitements médicaux, ils n'ont pas leur place chez la femme infertile, hormis en préopératoire éventuellement. Et à venir, on en a parlé dans la discussion tout à l'heure, les antagonistes de la GnRH avec les études Liberty qui ont été publiées il y a 1 an et 2 ans dans le New England et qui ont des données plutôt rassurantes sur les saignements, encore une fois, mais ils n'ont pas été évalués dans la fertilité. Donc ça reste à voir. Ils ont été évalués pendant 2 ans comme traitements médicaux, mais chez une femme infertile, sa place reste éventuellement bien à définir. Là, ils sont en demande de remboursement, le Relugolix en France. Il pourra peut-être venir sur le marché fin 2022, mais est-ce qu'on va pouvoir les utiliser dans la fertilité? Pour l'instant, on manque de données. Il va vraiment falloir savoir et définir quelle va être leur place dans l'algorithme du traitement des fibromes, et notamment chez la patiente infertile. Donc en conclusion, l'impact des fibromes sur la fertilité, oui en cas de fibrome sous-muqueux, oui en cas de fibrome de type 3, 4 et 5,
mais on a une notion de taille à considérer. Est-ce qu'on met le cut-off à 2% pour des types 3? Est-ce qu'on met le cut-off à 3 ou 5 cm pour les types 4-5? À voir. L'intérêt de la chirurgie sur les 3, 4, 5 pour améliorer la fertilité, eh bien là, pas d'emblée, c'est pas prouvé. Il y a une balance bénéfice-risque à faire qui est extrêmement importante et qui n'est pas forcément en faveur du bénéfice supposé de la chirurgie. Donc attention, discutez bien vos indications de myomectomie chez une femme infertile. C'est à valider au cas par cas en fonction de l'absence d'autres causes associées, de la présence de douleur ou pas, d'une augmentation de taille ou pas, d'échecs d'implantation répétés en FIV ou de fausses couches à répétition. L'avenir est peut-être à l'IFU ou la radiofréquence parce que les résultats semblent pour l'instant séduisants, mais on manque encore d'études importantes. Donc, puisqu'on m'invite, je donne mon avis. Faut bien peser ces indications car la chirurgie peut être complexe, même pour un fibrome de type 1 ou de type 2, je vous ai dit, avec plusieurs hystéroresections, avec des risques de perforation utérine, et encore plus pour les 3, 4, 5, avec les risques de saignement. Dans mon cas, quand je suis en infertilité, alors je fais des myomectomies et je prescris des FIV, mais je ne survends pas la chirurgie chez ces patientes-là, au risque que finalement on n'améliore pas les résultats de la FIV derrière. Au final, si vous survendez, vous avez une complication chirurgicale et puis derrière elle est toujours infertile, vous avez tout perdu. Et la proposition, c'est en général, avec mes collègues, ce qu'on fait, c'est qu'on discute de l'indication de myomectomie entre fivistes et chirurgiens. Et j'ai mes collègues aussi purement chirurgiens qui parfois nous présentent leur dossier en RCP pour qu'on leur dise, ils nous donnent leur avis, que la myomectomie, ça leur semble pas forcément réalisable et qu'ils préféreraient qu'elle ait une AMP dans un premier temps. Et puis on valide ça tous ensemble, ce qui fait que derrière, il y a un avis collégial pour la suite. Et ensuite, on réévalue avec le chirurgien s'il faut aller l'enlever en cas d'échec de FIV. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite tous dans un mois à un congrès à Angers. Merci Pierre-Emmanuel. Tu as tout à fait raison sur la présence des chirurgiens comme des fivistes dans les RCP réciproques. Ça, on gagne beaucoup à échanger. Je crois qu'il faut bien peser les choses, en fait tu l'as très bien dit, entre aussi l'utérus cicatriciel que vous allez offrir à la femme après une myomectomie et la nécessité d'enlever ces fibromes interstitiels, enfin intramuraux. On prend chez nous, on prend le cut-off de 5 à 6 cm après des échecs d'AMP pour décider de faire une myomectomie. C'est-à-dire qu'il faut bien considérer que la vascularisation sous-endométriale est importante. Alors vous imaginez bien que si vous avez 5 cm de fibrome, voire plus, vous avez quand même une déviation de toute une partie endométriale en termes de vascularisation. Donc probablement une zone de moindre implantation dans l'utérus. Et ça peut jouer finalement sur vos taux de grossesse. Voilà, c'est l'idée qu'on se fait pour les fibromes intramuraux. Est-ce qu'il y a des questions? Ici. On a 5 très bonnes minutes pour les questions. Je vous remercie pour la qualité de votre exposé. Je vais faire peut-être une petite remarque. Si on est tous d'accord, aussi bien en PMA qu'en fertilité spontanée, pour le 0, 1, 2, qu'il faudrait les opérer, quelle que soit leur taille. Maintenant, en fertilité spontanée, pour le 3, 4, 5, je pense qu'en PMA, quand le volume, quand la sommation de ces fibromes utérins dépasse une taille de 6 cm, je pense qu'il vaut mieux les opérer pour augmenter effectivement les chances de fertilité. Maintenant, en fertilité spontanée, c'est ça le débat en fin de compte. Faut-il les opérer, comme vous l'avez bien souligné, même quelle que soit leur taille? Je ne sais pas, est-ce que vous partagez mes convictions ou non? Sur les résultats en AMP, je pense, ça peut être des impressions cliniques qu'on a. Après, quand on reprend la littérature, c'est finalement pas clair. L'idée n'est pas aujourd'hui de vous dire qu'il ne faut pas les enlever, mais que chaque indication doit être pesée et éventuellement pesée avec les spécialistes de l'infertilité. Comme ça, la décision elle est commune dans le parcours général de la patiente, parce qu'il y a différents critères. On a aussi une patiente qui peut avoir 38 ans, qui peut avoir une réserve ovarienne diminuée, le spermogramme du conjoint est un peu limite. Donc finalement, se dire avec le chirurgien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la priorité est peut-être d'aller à la FIV? Parce que sinon, si on attend un an que ça cicatrise correctement, on va avoir une mauvaise réponse à la stimulation, on aura 3 ovocytes, pas d'embryon. Ou alors, est-ce que tu as le temps d'aller l'opérer, effectivement, parce qu'elle n'a pas d'adhérence, parce que c'est tout un contexte, la chirurgie aussi, parce qu'elle n'a pas d'adhérence pelvienne, parce qu'il n'y a pas de l'endométriose associée, parce qu'il n'est pas postérieur ou cervical et que là on va aller être embêté. Donc si tu penses que la myomectomie va être facile d'abord et que les fivistes sont d'accord pour se dire oui on peut se donner 9 mois, 1 an, donc il y a plein de critères effectivement à prendre en compte. Et derrière, comme je te dis, même si vous avez l'impression clinique que ça va améliorer peut-être vos chances de grossesse en AMP,
je ne suis pas sûr qu'il faille le dire à la patiente d'emblée. Il y a probablement souvent un symptôme associé sur lequel ça peut jouer, mais aller directement dire grâce à ça peut-être la FIV va marcher, je nuancerais quoi. Tu as tout à fait raison et bien étudier l'intégralité du dossier. Elle n'est pas enceinte parce que vous avez une qualité embryonnaire qui est catastrophique. N'allez pas lui survendre, ce que tu as dit tout à l'heure, n'allez pas lui survendre la myomectomie. Ça, c'est certain. Combien de temps tu laisses après une myomectomie voilà. On va dire laparoscopique ou laparotomique d'un fibrome de 6 cm, intramural strict. Oui, voilà. Bah, alors, tu laisses combien de temps avant d'envisager une grossesse? Je te remercie pas pour la question. Bah, parce qu'on n'est pas tous d'accord. Je vais dire ce qu'on fait nous sur Brest, mais vas-y. Moi je dirais qu'honnêtement, quand la chirurgie, quand la myomectomie, parce qu'on a des myomectomies qui roulent. C'est bien passé. Tout s'est bien passé. Oh, je la revois à 9 mois pour envisager de démarrer les traitements à 12 mois. Quoi, voilà. Alors nous, sur Brest, c'est 6 mois, parce qu'on considère que le fœtus, s'il s'implante tout de suite, va commencer à avoir une taille à 6 mois qui peut entraîner une distension, donc on sera à 1 an du geste opératoire. Donc vous voyez, on se donne simplement 6 mois en post-opératoire avant d'envisager de reprendre en charge ou une nouvelle grossesse. Juste pour répondre à la question, je pense que... Non, il y a 0 données. Non, il n'y a pas de données dans la littérature, mais je vous rappelle qu'il y a quelques années, on attend 2 ans. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quelquefois, on attendait 2 ans, comme après une césarienne, on disait aux femmes... vous attendez minimum, enfin moi quand j'ai commencé mes études, c'était des délais hallucinants. Hein. Je pense que là aussi, il faudrait l'intégrer dans tout le bilan de l'infertilité. La première chose la plus importante, c'est l'âge de la patiente. Parce que vous ne raisonnez pas, une myomectomie, une femme qui a 30, 25 ans, là vous pouvez attendre classiquement 2 ans, voire même 1 année. Classiquement, je suis d'accord avec le professeur Melville, on attend 6 mois. Mais quand on a affaire à une femme qui est proche de la quarantaine, je dirais, 3 mois, je pense que c'est... Mais attention, hein, ça dépend du geste opératoire, de la qualité de votre suture. Sans effraction de la cavité, que tout s'est passé. Tout s'est très bien passé. Voilà, tout s'est très bien passé. Christian, court. Court. Alors, excusez-moi du côté débile de la question que je vais vous poser. On en est où est-ce qu'il y a un terrain à faire un fibrome et est-ce que on est certain que c'est pas le terrain qui diminue la fertilité? Je pense, par exemple, à l'insulinorésistance, au nombre de SOPK, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas des biais dans ces études et est-ce que vous les avez regardées? Moi, je ne l'ai pas fait, de regarder suffisamment près pour être sûr qu'on ne se plante pas complètement sur le risque lié au fibrome lui-même. Ce n'est pas une question débile du tout. Et d'ailleurs, je n'y ai pas pensé. Mais je pense qu'effectivement, il faut vraiment regarder le terrain. Oui, ça peut jouer. Mais effectivement, je n'ai pas évalué ça dans les études, je ne peux pas vous répondre. Le principal biais, c'est l'âge déjà. Il est rare qu'à 25 ans, tu fasses des fibromes. Donc déjà, c'est souvent des femmes de plus de 35 ans. Et donc là, tu sais très bien qu'il y a plus de 35 ans, âge physiologique jeune, et plus de 35 ans, âge physiologique ovarien, endométrial, déjà âgé. Antoine. Attends, on va juste essayer d'avancer. Mais il n'y a pas de données. Hein. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel, très très beau topo, merci, c'est très intéressant. J'aimerais mettre le point sur plusieurs détails, notamment on a dit qu'il ne fallait pas survendre la chirurgie, il ne faut pas non plus sous-vendre les autres traitements. En fait, on a basé notre attitude thérapeutique sur des essais biaisés, même carrément pipotés. Hein. L'essai de Casini, il est clairement non significatif et ils l'ont vendu comme significatif. Et on a jeté l'embolisation sur un essai, Marat, qui est complètement biaisé également. Il ne faudrait pas qu'on fasse la même chose sur l'IFU en disant que c'est magnifique, c'est super. On n'a pas de diffusion du tout pour cet essai. On n'a pas du tout de technique accessible partout en France. Il n'y a pas d'essai randomisé encore. Donc avant qu'on puisse dire que c'est l'avenir, je pense qu'il faut faire une étude correcte, bien faite sur la fertilité. Pour ce qui est de la cicatrice des fibromes lorsqu'on les opère, effectivement, l'âge est très important et franchement, au-delà de 3 mois, toutes les études ont été faites. Il y a des gens qui ont des grossesses, ça se passe très bien. Donc, dire à une patiente qu'il faut attendre 9 mois ou 12 mois, alors qu'elle est infertile et que ça fait longtemps qu'elle cherche, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'elle va le faire elle-même. Et la plupart du temps, d'ailleurs, elle va arriver enceinte en consultation parce qu'elle n'aura pas écouté nos recommandations d'abstinence. Voilà. Oui, non, mais c'est ce qui a été relevé, c'est-à-dire que c'est 9 mois en fonction de l'âge, évidemment, que sur une patiente de 41 ans, on ne va pas attendre 9 mois. Après, sur l'avenir, je parlais d'avenir sur l'IFU, la radiofréquence, mais comme tu as vu, c'est avec nécessité d'études complémentaires. Je suis d'accord qu'il nous faut des données, mais ça pourrait être des alternatives intéressantes.
Sur l'embolisation, c'est vrai, je suis d'accord qu'on fait plus facilement de la chirurgie que l'embolisation. Maintenant, l'embolisation, il n'y a pas non plus 40 000 études qui nous prouvent que ça marche bien dans la fertilité des patients. Donc, voilà. Mais j'en ai parlé parce qu'on n'est pas fermé à cette option en deuxième intention, et notamment pour certaines indications où elle peut être mise en place, mais c'est une alternative. Oui, je voudrais revenir avec toi sur l'embolisation, parce que moi, je reste persuadé que l'embolisation n'est pas à proposer à une femme qui a un désir de grossesse à venir. Tu es d'accord ? C'est encore ce qui est recommandé, parce qu'on a une pression des radiologues. Enfin, moi, j'ai un radiologue sur Brest, très embolisateur, qui fait ça très bien pour les femmes en préménopause qui n'ont plus de désir de grossesse, mais voilà, qui essaye d'insister quelquefois pour me dire, mais cette femme infertile, l'utérus polyfibromateux, etc., on peut l'emboliser, oui, mais enfin bon. Tu es d'accord, dans la littérature, ça reste contre-indiqué. Il faut quand même que les gens repartent avec des idées. Moi, sur la dernière review que j'ai vue, c'est pas contre-indiqué, mais c'est pas recommandé. Ils disent que c'est pas le traitement à recommander en première intention. Ça peut être une alternative. Voilà. Bon. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est pour les myomes sous-muqueux, c'est-à-dire les 0, 1, 2. On continue à en faire l'exérèse, on est bien d'accord. Parce que s'il n'y a peut-être pas un impact, comme tu l'as montré, très net dans la fertilité et des choses comme ça, il y a un impact par contre sur les fausses couches. Oui. Et que donc une femme infertile que vous arrivez à rendre enceinte, qui implante, derrière se taper une fausse couche, même s'il y a plein d'autres causes sur les fausses couches, c'est quand même un peu dommage. Donc elle peut venir vous voir en vous disant mais peut-être qu'on aurait pu enlever... Oui, je suis d'accord. De toute façon, moi c'est ce que je continue à faire. Les 0, 1, 2 chez les femmes infertiles, je les enlève. Après, ce que je voulais mettre dans mon topo, ce qui est intéressant, c'est tout l'historique peu de l'impact, de la résection, qu'on est convaincu d'une technique et que ça va améliorer la fertilité. Finalement, c'est pas si clair, ou qu'on se base finalement sur peu de données, comme l'a dit Antoine tout à l'heure. Oui. Mais je continue à les enlever pour d'autres raisons, oui. Alors, juste pour les recommandations, Henri Marais et moi, on en faisait partie, c'est les recommandations de l'année dernière, et clairement, on est revenu sur le fait qu'il ne faut pas forcément emboliser une patiente souhaitant concevoir. Évidemment, il y a des complications, on sait qu'il y a un peu plus de fausses couches, il y a des doutes, mais il y a aussi des séries grosses où il y a plein de grossesses. Donc, sur une patiente qui a déjà eu une chirurgie, évidemment, on peut se poser la question, et même sur des patientes qui souhaitent concevoir et qui n'ont pas eu de chirurgie avant. L'expérience qu'on avait fait avec l'une à Poissy montre que le taux de grossesse est correct sur des patientes bien choisies et qu'encore une fois, la plupart du temps, c'est le terrain qui compte et ce n'est pas forcément le fibrome. Les patientes qui ont des utérus extrêmement fibromateux, elles ont aussi parfois des adhérences, elles ont aussi des autres facteurs de fertilité, ces patientes qui peuvent être âgées, souvent les trompes peuvent être aussi altérées. Bref, on a plein de raisons de pouvoir douter des dogmes qu'on avait jusqu'à présent donnés. C'est sûr que la chirurgie fonctionne. Elle ne fonctionne pas autant que Vercellini le disait juste en 2000 parce qu'à l'époque, on opérait les fibromes uniques par voie laparotomique. Maintenant, on sait que quand on les opère par voie laparotomique, on est un peu moins bon. Bref, on a des données qui sont... Enfin, personne n'est un criminel s'il embolise une patiente qui désire une grossesse et personne n'est un criminel non plus s'il lui propose un traitement alternatif. Je ne sais pas ce que... Je suis d'accord. On va avoir des localisations de fibromes chez certaines patientes qui sont très difficiles à opérer, où on va aller vers l'embolisation. C'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà orienté des patientes chez qui, avec le chirurgien, on se disait « Oula, elle englobe complètement les artères utérines, ça peut facilement se finir en hystérectomie. Comment je fais? C'est une patiente qui a un désir de grossesse. » Donc là, typiquement, c'est l'indication d'embolisation. Et finalement, Antoine, j'ai l'impression qu'on est d'accord, en fait. Merci à tous. On va arrêter les questions parce qu'il faut arrêter la session. Merci à tous pour la qualité de vos topos. J'espère que ça vous a intéressé. Et on vous retrouve à 11h pour une session sur le SOPK. 10h30, pardon, excusez-moi. 10h30.